2,9 heures de profit sur les ROD, 3 heures de profit sur les USDN. Ce sont les performances que j'ai réalisées pendant les 2 premières semaines du mois de janvier. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer une stratégie qui t'aurait permis de gagner en tout, en somme, 5,9 heures de profit sur uniquement des semaines. Attention, ce qui est bien avec cette stratégie est qu'il te permet et te demande juste 1 heure de ton temps par jour. Peu importe ta disponibilité. Si tu as par exemple 1 heure le matin, tu as par exemple 1 heure l'après-midi ou tu as par exemple 1 heure le soir, peu importe ta disponibilité, si tu as seulement 1 heure, tu as tout ce qu'il te faut pour appliquer ces stratégies. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est de couper toutes les distractions et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Car les quelques minutes qui vont suivre vont changer ta perspective des trading, vont te donner la clé en main d'une stratégie profitable. On est parti. Donc, avec cette stratégie qui va te demander juste 1 heure chaque jour, on va donc commencer par partir d'un état dépuyé. Donc, on va donc partir d'un graphique assez vide pour vous montrer tout de A à Z. Donc, on va partir d'un graphique qui est vide, en fait, de vous montrer tout de A à Z, comment mettre en place ces stratégies et de commencer à l'appliquer parce que c'est une stratégie plutôt swing trading. Donc, vous allez donc prendre des trades et vous allez attendre jusqu'à après 24 heures pour, encore une fois, mettre en place différentes stratégies, que ce soit les management des trades, ou voire même la recherche d'autres opportunités. Alors, on est parti. Alors là, on est sur la plateforme de trading MetaTrader 5. Ce que vous devez faire, c'est juste réajuster tout à votre guise. Donc, vous pouvez par exemple réajuster l'outil observateur des marchés. Donc, si vous n'avez pas l'outil observateur des marchés, si vous n'avez pas la petite case ici observateur des marchés, vous pouvez l'ajouter dans, là on l'écrit voir, vous allez ici dans fenêtre des prix, et vous cliquez dessus et on vous affiche les fenêtres des prix. Et puis vous pouvez ajuster ça comme vous le voulez. Comme par exemple, donc vous pouvez déplacer ça ici, vous le mettez ici, et on vous affiche comme ici par exemple. Donc moi, j'adore ça comme ça. J'ai ici ma barre d'outils, j'ai de l'autre côté mes différents time frames, donc on va voir tout ça petit à petit avec les temps. Alors ce qu'on va faire, c'est commencer tout d'abord à mettre en place nos graphiques, donc mettre en place notre espace de travail. Ce que vous allez faire, c'est juste choisir un actif. Je vais choisir donc les dollars australiens vs le franc suisse. Donc vous les cliquez et puis vous glissez ça ici sur la partie vide. En tout cas, si vous avez des graphiques qui s'affichent ici, des graphiques en noir comme par défaut par exemple, il faut toutes les effacer. En fait, commencer à faire les choses comme je vais vous les montrer ici. Donc vous glissez et là vous ajoutez un graphique. Là donc on a ajouté un graphique, on écrit ici, donc regardez les tickers de l'actif, IDCHF H1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc zoomer les graphiques pour qu'ils puissent quand même prendre tout l'espace. Et ce qu'on va faire avec ces graphes, c'est qu'on va d'abord la modifier. Parce que tel qu'il est affiché ici sont les propriétés par défaut. On va mettre donc les propriétés de notre choix. Alors vous allez donc cliquer sur les graphiques avec votre bouton droit. Et puis vous cliquez dans propriétés. Ça va donc vous afficher cette petite boîte ici des dialogues. Puis vous allez donc décocher la grille. Vous allez aussi décocher souvent, les volumes antiques sont cochés, donc si elles s'affichent sur votre graphe comme ça, il faut donc décocher cette case pour ne plus voir les petites graphiques en bas qui sont dessus et qui sont en dessous et qui ne vont pas nous servir à grand chose. Puis, moi personnellement, j'adore mon template ou mon graphique en black and white, donc je l'ai en black and white, et je clique ici, paf, ça m'affiche directement mon graphique qui est safe. Et puis je vais dézoomer un peu. Et là, donc, on clique du paramètre par défaut à un graphique qui est propre. Et puis, il y a les deux boutons ici. Donc, je peux cliquer sur le bouton ici pour décaler la fin du graphique de ce côté, donc vers la gauche. Tu peux aussi décaler les graphiques vers les droits, mais ça ne sert à rien. Donc, le but, c'est de décaler les graphiques vers les gauches. Alors, une fois que cela est fait, c'est la première étape d'ailleurs, et ton graphique est propre, on va donc ajouter un deuxième graphique. Donc on a les premiers graphiques qui est ici, on va ajouter un deuxième graphique. Alors je vais dézoomer ces graphiques, puis je vais ajouter un deuxième graphique. Ça va être encore une fois toujours les IDCHF, donc la même actif. Mais cette fois, on ne va pas l'afficher en H1, on va l'afficher en H4. On va donc l'afficher en H4 comme ça. Et puis je vais encore refaire le même propriété, donc je vais aller très vite. Là, je décoche la case, donc je décoche la case montrer la grille. Je vais aussi aller dans couleur et aller dans black white ici, puis faire OK. Je vais dézoomer un peu, donc je dézoome une fois, et puis je décale mon graphique vers les gauches. Alors une fois que j'ai les deux graphiques, c'est la deuxième étape, on va donc aller les installer très bien pour qu'on puisse avoir quand même quelque chose qui est un peu ergonomique. Alors je vais donc
remplir l'espace avec mon unité H4 ici. Et mettre ici mon unité de temps H1. Alors j'ai donc mes deux graphiques qui sont propres, donc j'ai les H4 de ce côté ici, et j'ai les H1 de ce côté ici. Donc voilà, ça c'est tout d'abord l'installation de votre espace de travail. Donc notre espace de travail est prêt pour commencer à chercher des opportunités avec cette stratégie. Alors qu'est-ce qu'on va maintenant faire? On va maintenant ajouter quelques indicateurs sur chacune de ces graphiques, hein, donc sur les graphiques H1 et sur les graphiques H4, pour qu'on puisse avoir une bonne lisibilité sur les marchés. Vous devez savoir que avant de prendre un trade, il faut faire une analyse, et pour faire une analyse, il faut utiliser des outils qui vont nous permettre de savoir si le marché va monter, si le marché va baisser, quelles sont les probabilités qu'elle monte, quelles sont les probabilités qu'elle baisse, la recherche des setups, l'élaboration des biais, tout ça, ça demande des outils. Alors on va essayer de mettre quelques outils, voire même quelques indicateurs pour avoir une bonne lisibilité sur le marché. Alors on va d'abord ajouter des indicateurs. On va donc habiller notre graphique des indicateurs pour les H4. Donc je vais zoomer les H4. Donc je clique sur agrandir ici et je zoome ici. Alors qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter trois indicateurs, trois ou quatre indicateurs. Donc on va ajouter des indicateurs en quelque sorte. On va donc aller dans insérer, indicateur. On part dans Moving Average. Moving Average, c'est la moyenne mobile. Hein. Donc on va ajouter une moyenne mobile à 144. Alors une moyenne mobile à 144, c'est une moyenne mobile qu'on va travailler, en tout cas. Bon, moi je les mets en couleur noire et je clique sur OK. Alors, vous avez donc la moyenne mobile 144 qui s'affiche sur votre graphique. Alors comment est-ce qu'on va l'utiliser? Tout d'abord, le principe de base, c'est que quand on est en dessous de la moyenne mobile, on va avoir donc le marché qui va avoir tendance à baisser. Quand on est au-dessus de la moyenne mobile, on va avoir le marché qui va avoir tendance à monter. Donc, en fait, c'est pas simple que ça, il y a toute une méthodologie derrière, mais les bases, c'est ça. Quand on est en dessous de la moyenne, c'est que c'est une baisse. Quand on est au-dessus de la moyenne, c'est une hausse. C'est aussi simple que ça. Deuxième indicateur qu'on va ajouter pour trouver beaucoup plus de confluence, c'est le point pivot. Le point pivot, c'est mon indicateur de prédilection, mon indicateur préféré. Donc, je le trouve ici dans mes indicateurs personnalisés. Et puis, je pars dans point pivot all-in-one. En fait, l'indicateur ici, point pivot all-in-one, par défaut, il n'est pas chez MetaTrader. Ce que vous allez faire, c'est juste les télécharger en ligne. Hein. Il y a un site qui s'appelle fxssi.com. Je vous mettrai les liens dans la description pour que vous puissiez vous y rendre plus rapidement. Donc, c'est fxssi.com. Vous allez donc écrire / point pivot all-in-one et puis vous allez télécharger l'indicateur et vous allez l'installer dans votre MetaTrader et puis vous allez l'afficher sur votre graphe. Alors, dans l'outil, ici dans données d'entrée, qu'est-ce qu'on va mettre? On va donc mettre, parce qu'il y a plusieurs formes de points pivots. Il y a les points pivots mensuels, les points pivots hebdomadaires, les points pivots horaires, les points pivots daily. Les points pivots, en fait, c'est un indicateur qui a 5 lignes en général. Donc ça, 5 lignes, il y a des supports psychologiques, des résistances psychologiques et un point pivot central. Donc on va voir au-dessus des niveaux psychologiques qui va être la R1 et la R2, donc la première résistance psychologique et la deuxième résistance psychologique. En dessous, on va voir des supports. Les premiers supports psychologiques et les deuxièmes supports psychologiques. Alors, avec les 5 lignes, on va donc trouver des zones psychologiques qui vont se dessiner en automatique sur le marché. Ça peut être par exemple des points pivots daily. On va voir tous les jours ces points pivots qui vont se réactualiser chaque jour si on utilise les points pivots daily. Chaque semaine, chaque semaine, on va avoir donc l'actualisation de ces niveaux de points pivots. Et on a aussi les points pivots mensuels et les points pivots voilà, et les points pivots horaires en quelque sorte. Alors, nous, ce qui va nous intéresser ici sur l'entité H4, c'est de voir les points pivots mensuels. Je vais vous montrer, donc je vous expliquerai pourquoi. Alors, point pivot mensuel, on l'ajoute. Alors, en fait, quand j'ai ajouté, il y a les barres qui se sont affichées. Donc, si c'est le même cas pour vous, vous allez cliquer sur les boutons droits, propriété, et vous décochez la petite case montrer, vous décochez la petite case volume antique et vous regardez que ça disparaît directement sur votre graphique. Là, on est bon. OK. Donc, pour le point pivot, chaque mois, par exemple ici, hein, chaque mois, vous allez avoir l'actualisation de ces points pivots. Donc, ici, on avait les points pivots, mes 5 lignes de points pivots qui s'étaient affichées automatiquement sur mon graphe. Alors, donc, ici, on avait les points pivots du mois de décembre parce que le point pivot mensuel, ils vont nous afficher donc les différents niveaux, les 5 lignes principales, mois après mois. Donc, pour le mois de décembre,
regardez ici, on avait les points pivots mensuels pour le mois de décembre, donc décembre c'est en mois. On avait donc ici les points pivots centrales autour des 0,5745. On avait donc la première résistance du mois en termes des points pivots qui est autour des 0,5820 et la deuxième résistance du mois qui est autour de 0,59009. On a donc la première support du mois. On a donc les premiers supports du mois autour des 0,5655 et la deuxième support et les deuxièmes supports du mois autour des 0,5578. Alors, regardez que chaque mois, ils vont se réactualiser. Par exemple, ici, on est en janvier, donc on a eu la réactualisation de niveau. On a donc le point pivot principal qui est maintenant ici, autour de 0,5643. On a donc les niveaux de S1 qui est ici. On a donc les niveaux de R1 qui est à ce niveau ici, etc. Donc chaque mois, vous avez les niveaux de points pivots qui vont se dessiner. Alors, quelle est la méthodologie derrière cet indicateur, cet outil? C'est que quand on est en dessous de la ligne bleue, les biais va être plutôt baissier. On va avoir tendance à baisser qu'à monter. Quand on est au-dessus, on va avoir donc les biais qui va être plutôt haussier. Et puis, les différents niveaux vont jouer les rôles des supports et résistances. Comme par exemple, le niveau de S1 va jouer une résistance, va jouer un rôle de résistance au marché. Donc ça va par exemple servir dans le niveau où on peut prendre nos bénéfices. Comme par exemple ici, on voit que le niveau des SD a servi des supports au marché et le marché a rebondi et est parti à la hausse ici. Et à ce niveau ici, en janvier, on a très travaillé les points pivots centrales. Donc selon longtemps qu'on reste au-dessus de ces points pivots centrales, on va se dire, bah, tiens, c'est un argument à ajouter dans notre scénario, dans notre plan de trading pour la hausse. Mais attention, le schéma n'est pas encore terminé. Donc, il y a encore plusieurs éléments à analyser. Donc, on va ajouter une troisième indicateur qui va être les RSI. Les RSI, ça va être un oscillateur. En fait, les RSI, c'est pas un indicateur. Il y a différentes formes d'indicateurs. Il y a les indicateurs des tendances, il y a les oscillateurs, les indicateurs de volume, les indicateurs de Bill Williams, les indicateurs personnalisés. Nous, donc, on va ajouter un oscillateur. Un oscillateur, c'est l'indicateur de momentum qui va s'afficher plutôt en dessous de votre graphique. Donc, il ne va pas s'afficher sur votre graphique principal, mais va s'afficher dans une fenêtre qui sera en dessous de votre graphique. Donc, on va l'ajouter ensemble. Donc, le RSI, ou appelé Relative Strength Index, on va l'ajouter. Donc, il est en 14 périodes par défaut. Et je vous conseille de laisser les paramètres par défaut. Ça nous donne déjà plus d'informations qu'on a besoin. C'est pas vrai. Alors maintenant que le RSI est ajouté, notre graphique H4 est déjà complet. Donc on a l'indicateur moyenne mobile 144, on a l'indicateur point pivot et on a l'indicateur RSI juste en dessous. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va utiliser tout ça juste après. Là, ce qu'on va faire, on va juste mettre en place votre espace de travail. Puis, une fois que le graphique H4 est fait pour appliquer une fois le graphique H4 déjà accompli pour appliquer la stratégie, on va donc s'occuper du graphique H1. Alors, sur le graphique H1, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter les mêmes indicateurs. Donc, on va ajouter les points pivots, insérer indicateur. Mais cette fois, dans données d'entrée, on ne va pas mettre le point pivot mensuel comme on l'a fait à H4, on va mettre les points pivots weekly. Donc cela veut dire que chaque semaine, les points pivots vont se réactualiser. Donc les niveaux de points pivots, les 5 lignes des points pivots, que ce soit les points pivots centrales, la S1, la S1, la S2, la R1 et la R2, vont se réactualiser chaque semaine. On va cliquer donc sur OK et l'indicateur en automatique s'affiche sur notre graphe. Donc regardez que chaque semaine, on a donc les niveaux de points pivots qui vont s'afficher. On va voir donc le point pivot central qui est ma ligne bleue, les deux résistances qui est la R1 et la R2 de la semaine et la S1 et la SD de la semaine. Donc c'est assez simple. Puis on va ajouter un deuxième indicateur qui va être encore une fois une moyenne mobile de la même période. Parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, le marché est fractal. Pour ce qu'on va analyser H4, on va aussi les analyser H1. Donc je vais ajouter Moving Average, moyenne mobile, 144 périodes. Bon, toujours les mêmes paramètres, moyenne mobile exponentielle, etc. Comme affiché ici. Et puis je clique sur OK. Et j'ai mon moyenne mobile 140 qui est affiché sur le marché. Alors là, je vais maintenant ajouter une troisième indicateur qui va être la moyenne mobile. Mais d'une autre période. Donc, on ne va pas ajouter une moyenne mobile à 144, on va ajouter une moyenne mobile 34. Et on va mettre la couleur grune, la couleur verte
pour que on puisse avoir une belle lisibilité. Alors, pourquoi les deux moyennes mobiles? On devait savoir que pour les moyennes mobiles, on a des données différentes. Et la moyenne mobile courte, donc il y a une période qui est courte, on appelle ça une moyenne mobile rapide. Et la moyenne mobile qui est une longue période, on appelle ça une moyenne mobile lente. Et ces deux moyennes mobiles vont nous donner des informations pertinentes. Alors, après ça, on va ajouter donc le R ici. C'est un indicateur aussi, mais c'est un oscillateur. Donc, on va aller dans Relative Strength Index. Même chose, hein, donc même paramètre comme ceux qu'on a fait, c'est le TH4. Alors, on a donc l'indicateur R ici qui est juste là en dessous. On a donc tout est mis en place. Donc, on peut maintenant regarder avec en vue complet. Euh, alors, ici, donc, vous avez l'unité TH1. Donc, je vais juste réajuster ça, pour que ça puisse être beaucoup plus ergonomique. Voilà. Donc vous avez ici l'unité tâche 1 et là vous avez l'unité tâche 4. Alors les deux unités vont travailler en simultané. Je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord, la première chose qu'on fait pour trouver des opportunités, je vais vous donner un exemple d'une opportunité qu'on a prise. Je vais vous analyser tout ça de A à Z pour que je puisse vous montrer comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on cherche ces opportunités qui vont nous permettre de développer une routine de 1 heure par jour et de faire des performances des malades. Tout d'abord, la lecture des différents indicateurs. On a vu donc comment est-ce qu'on lit le point pivot, on a vu comment on lit une moyenne mobile, hein. Si le marché est au-dessus de la moyenne mobile, on est haussier, si les marchés en dessous, on est baissier, etc. Et puis, on va donc lire ça ici, on va lire de l'autre côté. On va aussi s'aider avec quelques outils d'analyse technique, tels que par exemple les trendlines, hein. On va dessiner les trendlines sur notre graphe pour essayer de voir où est-ce que les marchés vont aller. Bien que la plupart des traders ne tradent pas pendant le mois de décembre, on a eu des opportunités avec ces stratégies même pendant le mois de décembre. Je vais te présenter une des opportunités qui a été prise avec cette méthode. On va la décortiquer de A à Z et tu vas en tirer beaucoup d'informations, beaucoup de valeurs. Tout d'abord, ce que tu dois savoir est que c'est analyser ton marché. Donc, tu dois le faire s'il est temps supérieur. Et analyser ton marché pour découvrir si le marché est dans une tendance haussière, dans une tendance baissière, dans une tendance neutre. On va donc se munir, nous ici, avec la théorie d'eau. La théorie d'eau nous dit que si on a des sommets de plus en plus hauts, on est en tendance haussière. Si on a des creux de plus en plus bas, on est en tendance baissière. Quand on a des sommets et des creux qui sont au même niveau, on est en tendance neutre. Et c'est la situation qu'on a vue ici sur l'AID-CHF, donc le dollar australien contre les francs suisses. On avait donc un sommet de marché ici, on avait un creux de marché, on avait un sommet et un creux. Mais en regardant les sommets et les creux, ils sont au même niveau. Donc on a une tendance qui est plutôt neutre, donc les marchés est sans tendance. Qu'est-ce qu'on a vu? Quand on regarde des prix, quand on regarde très bien, les derniers creux ici que vous regardez ici, hein, et les derniers creux qui est ici, où je pointe ma souris, ces creux ici est plus bas que ces creux précédents. Et ce n'est pas tout. Ça, ce sont des informations premières qu'on a, mais deuxième information est que dans une tendance haussière, on a deux mouvements. On a des impulsions et on a des corrections. Donc voilà, ça c'est la méthodologie derrière. Est-ce qu'on peut regarder que les impulsions, ils vont faire donc plus des pips en moins de temps. Les corrections vont faire plus des pips. Les impulsions vont faire plus des pips en moins de temps. Les corrections vont faire moins de pips en plus de temps. Donc on va voir que les corrections sont plutôt chevauchantes, mais les impulsions sont des mouvements très agressifs. Alors qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu que le marché a fait une forte impulsion baissière qui est partie casser les derniers plus bas. Et quand on a un plus bas qui est cassé, la théorie d'eau commence déjà à nous dire que la tendance pourrait être baissière. Et à part ça, c'est pas tout. Et l'autre élément est que le mouvement qui a cassé ces derniers plus bas était un mouvement impulsif. Quand on a un mouvement impulsif, c'est comme quelqu'un qui accélère sur une vélo, qui va donc prendre une petite pause, puis va encore réaccélérer. Donc ça nous dit aussi en termes d'acheteurs et de vendeurs, psychologie de foule, que les vendeurs sont beaucoup plus importants que les vendeurs. Donc les vendeurs sont plus importants que les acheteurs. Et à part ça, on a une consolidation. Cela veut dire que les acheteurs ne veulent pas sortir de marché, ou bien les acheteurs deviennent de plus en plus nombreux en termes de volume. Hein. Quand je dis nombreux, ce n'est pas en termes de nombre, mais en termes de volume. Donc le volume acheteur est plus important que le volume vendeur. Donc ça crée un déséquilibre à la baisse. Et qu'est-ce qu'on a vu? Donc ça déjà, ça nous indiquait qu'avec cette impulsion qu'on avait ici et cette correction qu'on avait vue ici, on commençait déjà à nous préparer à avoir une opportunité. Pourquoi? Parce que quand le marché nous fait une impulsion et que ça suit une correction, ce qui va suivre par la suite, c'est une autre impulsion. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui ont mis différentes théories, comme par exemple Stan Wenchen, qui dit que quand le marché est dans une consolidation, quand le marché est dans une tendance neutre, c'est à ce moment-là qu'une tendance haussière va se dessiner. Ou si, quand vous avez donc une tendance qui est neutre, à la fin de cette tendance neutre, le marché va décaler à la hausse ou à la baisse dans une tendance.
Alors ces informations, quand on les avait, on savait déjà que le marché allait nous faire une autre impulsion à la baisse. Dans notre biais, la clarté de notre biais commençait à être baissier. Et ce n'est pas tout. La moyenne mobile est venue encore renforcer notre opinion. Donc on avait donc ici la moyenne mobile 144 qui, on l'a cassé à ce niveau ici, mais quand on la casse comme ça, c'est une information de plus qu'on ajoute, hein, mais on ne pourrait pas entrer ici. D'ailleurs, notre unité de temps d'intervention, elle n'est pas ici. Notre unité de temps d'intervention, c'est les H1. Donc là, on est H4 juste pour faire l'analyse. Parce que vous devez savoir que le trading est effectué en équipe des 4 profils. Il y a un analyste, il y a un stratège, il y a un risque manager, un technicien ou celui qui va prendre des positions. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te parlerai uniquement euh, de l'analyse et du trading. Parce que si je te parle tout, ça va être très long. Ça va nous coûter 5 heures peut-être de vidéo. Alors, est-ce que ce qu'on a vu, donc après la cassure de la monnaie mobile 144, on a eu un rebond sur la monnaie mobile 144. En fait, j'appelle cela en BOD, donc en BOD Breakout 2, même si c'est un pullback, c'est BOD, donc BOD c'est top. Quand vous avez donc le marché qui casse violemment avec une impulsion la monnaie mobile 144 et qu'il rebondit dessus, genre c'est top, une configuration que j'appelle en BOD. Puis, qu'est-ce qu'on a vu? C'est à ce moment-là, quand on a cette correction qui s'est formée sur le marché, on va donc aller sur les temps inférieurs, les H1, pour essayer de trouver un pot d'entrée très intéressant. C'est ce qu'on a fait. Donc, on était entré juste quelque part ici. Je vous montrerai tout ça sur l'unité de H1. Mais avant d'y aller, il y a encore d'autres éléments qu'il fallait prendre en compte, notamment ici. Donc là, les points pivots centrales qui est autour de ces niveaux. On a donc la R1 qui est à ce niveau ici et on a les R2 qui est à ce niveau ici. Je vous ai dit que quand vous avez donc les marchés qui sont en dessous du point pivot ici, des points pivots central, hein, donc les marchés vont avoir tendance à baisser. Donc on a des éléments qui convergent, comme par exemple la moyenne mobile qui converge avec le point pivot et avec la théorie d'eau. Donc on a des éléments confluents qui entrent en compte. Une fois ces éléments confluents entrent en compte, on sait ce qu'on s'attend. On s'attend à une autre impulsion qui va être forte pour aller chercher, pourquoi pas, la S1 10 mois, ou voire même la SD 10 mois. Et à part ça, sur les RSI, il n'y a pas de divergence parce que les RSI vont nous servir à regarder des divergences. Vous devez savoir que même si vous repérez une tendance grâce à la théorie d'eau et tout ce qui va avec, il y a un certain moment, une tendance haussière ne montera pas jusqu'au ciel, une tendance baissière ne baissera pas jusqu'à l'enfer. Vous allez donc coûte que coûte avoir la fin de ces tendances. C'est peut-être raison qu'on utilise l'indicateur de momentum RSI pour identifier le moment où la tendance est vieille, la tendance est fatiguée. Alors, on passe directement sur l'unité de temps H1. Alors, sur l'unité de temps H1, même situation. Donc, la correction qu'on avait vue à H4, ça se matérialise par cette grosse consolidation ici. Hein. On voit une grosse consolidation avec quelque chose qui ressemble à ça. Donc, vous avez donc votre moyenne mobile 144 qui est ici, votre moyenne mobile 34 qui est ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, ici, maintenant, on voit que le marché, tout d'abord, résiste donc, est supporté par cette moyenne mobile, non, par cette trendline. En trendline, d'ailleurs, on la dessine avec 2 points de contact. Quand il y a 2 points de contact minimum, tu peux dessiner ton trendline. On a donc un niveau ici, 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 là et là. Tu peux dessiner déjà ton trendline. Ici, donc, vous savez que si le marché casse cette trendline, on va donc avoir un trade de qualité. C'est les setups uniques. Hein, on en a. Bon, c'est parmi les setups qu'on va trader avec cette méthode. Il y en a 2. Ça, c'est la première. Et il y a une deuxième setup que, voilà, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Mais c'est l'un de ces top qu'on traite. Donc, vous avez donc une tendance qui est baissière, vous avez donc une consolidation. Et ce que vous allez faire, vous allez donc tracer un trendline. Et cette trendline, une fois cette trendline est tracée, vous allez donc attendre la cassure de cette trendline par le bas avec un bougie qui est plein, parce qu'il y a tout un art pour la cassure des bougies, donc c'est toute une formation derrière. Donc, une fois la cassure est faite, on a ici donc le point pivot, les points pivots hebdomadaires qui est ici. On a donc le point pivot, le point pivot hebdomadaire, on a donc les niveaux ici des points pivots centrales, ma ligne bleue, qui est le point pivot hebdomadaire qui est différente du point pivot mensuel. Hein. Donc on a ici les niveaux donc de S1 et on a ici les niveaux de S2. Les niveaux de S2 va servir de notre TP final, notre TP final. Pourquoi? Parce que c'est la dernière support psychologique de la semaine. Donc fait qu'on va faire du swing trading intra-week, on va donc prendre nos profits à la fin du mouvement. Donc si on a un mouvement qui se décale, vu que c'est une impulsion qui sera forte, forcément ça pourra baisser plus bas et aller chercher notre niveau des SD. Donc c'est ça la stratégie en général. Alors pour entrer en termes de setup, le setup est clair. Donc vous avez donc un mouvement, une impulsion, donc il faut regarder Voilà, il y a donc quelques éléments à regarder pour ces setups de trading. Les derniers mouvements. Quels sont les derniers mouvements? Est-ce que c'est une impulsion? Est-ce que c'est une correction? Si c'est une impulsion, alors c'est bon. Le premier critère des setups est coché.
Puis, par la suite, vous allez avoir une correction. Après cette impulsion, vous allez donc avoir une correction. Une correction qui va dessiner un trendline ou un trendline qui va être respecté, qui va être bien respecté. Alors, une fois la trendline est respectée, l'autre élément, ça va être les points pivots. Est-ce qu'on est en dessous du point pivot hebdomadaire? Si on est en dessous du point pivot hebdomadaire, la case est cochée. Et à part ça, la main mobile 144. Est-ce que la main mobile 144 est au-dessus des cours? Si elle est au-dessus des cours, l'autre case est cochée. Et à part ça, vous allez donc regarder le breakout, la cassure. Donc c'est cette setup, je l'appelle breakout 1. Donc BO1, donc ça va être un BO1. Un BO1, c'est un breakout 1. Donc c'est là où on a donc un trendline qui est dessiné. Et puis le marché casse par les bas. C'est cette setup, je l'appelle un breakout 1, donc BO1. Et puis, ce que vous allez faire, c'est juste mettre votre stop loss sur les derniers plus hauts. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Vous mettez votre stop loss sur les derniers plus hauts. Donc, c'est un stop loss logique, c'est un stop loss intact. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez prendre votre trade à la vente ici. Donc, ça, c'est le graphique INR. Hein. Donc, chaque bougie clôture après INR. Donc, si par exemple, vous avez donc fait votre analyse et vous avez eu votre plan, par exemple, vous travaillez pendant votre une heure pour chercher des setups, pour chercher des scénarios, mettre en place des plans. Si vous le faites par exemple ici, ce que vous allez faire, c'est juste mettre un petit alarme, hein, un petit alarme si on casse ces niveaux. Donc vous mettez une petite alarme par exemple ici, vous pouvez mettre un alarme ici. Donc si le marché casse ces niveaux ici, l'alarme va sonner et puis vous allez vous connecter sur votre plateforme. Par exemple, vous pouvez le faire sur mobile, partout où vous êtes, et prendre votre trade à la vente. Ça va prendre juste quelques minutes, hein, des 3-4 minutes pour prendre la position et ensuite vaquer à vos occupations et revenir 24 heures plus tard. L'exemple, c'est l'euro CHF, c'est pas un cas isolé. Donc, il y a un deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est celui-ci. En termes d'analyse, qu'est-ce qu'on avait? On avait donc une tendance haussière, avec des sommets de plus en plus hauts, théorique d'eau basique, des choses basiques, des choses simples. Puis, on avait donc le mois qui arrivait à la fin. On était à la fin du mois. Ici, donc, le marché avait beaucoup progressé et s'est éloigné fortement du pont pivot central mensuel, 140, du pont pivot central du mois, donc c'était le mois de décembre. Et puis, on avait donc, elle cherchait à rejoindre la R2. Ça, déjà, c'est un signe des divergences. Quand vous voyez que le marché s'éloigne trop du pivot central, c'est comme si c'est une pierre qui s'éloignait du centre de gravité. Donc, c'est comme si c'est un centre de gravité où le marché va graviter autour. Si le marché s'éloigne trop du pivot central, donc, il y a une divergence qui va se créer. On sait qu'il y a toute une leçon derrière. Et dans cette vidéo de dizaines de minutes, je ne vais pas tout expliquer, mais quand même, j'ai fait un peu de mon mieux. Donc, regardez que ça, c'était le premier élément de divergence, c'est-à-dire que la tendance haussière qui était en train de monter depuis ici aller se retourner. Puis, en deuxième élément, on a fait donc le RSI. Et c'est là que le RSI intervient. Quand vous avez donc une tendance qui monte, le RSI va intervenir pour vous dire que, alerte, le marché, cette tendance haussière n'est plus bonne à surfer à la hausse, il faut changer de dynamique. Parce que la plupart des personnes vous diront que c'est nier de surfer l'essence de la tendance. Mais c'est toujours bien de savoir quand cette tendance va s'arrêter, quand la dynamique va s'arrêter. Ici, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde que le marché montait, on avait une belle dynamique, des sommets et des creux de plus en plus haut, on avait donc une tendance qui était haussière. Donc on peut regarder que ce qui est intéressant est que ces sommets ici, ces sommets ici étaient plus hauts que ces sommets ici, d'accord? Ça, il n'y a pas de souci, c'est la théorie d'eau. Mais par contre, quand on regarde sur les R ici, on avait donc le même sommet, donc le même niveau. Attends, je vais prendre ça pour vous montrer très bien. Donc, on avait donc ici le même niveau, on avait ces sommets ici qui correspondent à ces sommets ici sur le RSI. Puis on a l'autre sommet ici qui est plus haut que le précédent, mais sur le RSI, celui-ci, ce sommet est plus bas que les sommets précédents. Et qu'est-ce qu'on regarde? On regarde que ça, c'est une divergence. Donc, les RSI en indicateur de momentum et les prix sont décorrélés, sont divergents. Et dans ce cas de divergence, on sait que le marché va se retourner. On sait qu'une baisse est sur le point de se produire. Et c'est une stratégie qui fonctionne très bien. Ça a permis à Tammy Cabell de devenir populaire en prédisant certains crashs. Et c'est assez facile, hein. Donc, quand vous regardez un RSI donc, quand vous regardez une divergence sur les RSI, sachez que le marché, la tendance que vous êtes en train de travailler, va se retourner. Alors ça nous disait que, on va donc juste, pourquoi pas, donc l'idée derrière était de profiter d'un mouvement à contre-courant et mouvement à contre-tendance. Donc c'est un cas un peu opposé, c'est euh, un autre cas différent du premier cas que je vous ai montré. Nous, ce qu'on attendait, c'est une impulsion baissière. Par contre, parce que nous, on va rester des traders des tendances, même si on joue du contre-tendance
on va pas jouer du contre-tendance parce que vous devez savoir que alors, un mouvement contre-tendance H4, c'est un mouvement tendance H1, et c'est un mouvement des big trends, des big tendances en M15 ou en M5. En fait, le marché est fractal. Alors, on va donc descendre sur une temps inférieure, donc les H1, pour vous montrer tout ça. Alors là, on est maintenant sur une tête H1. Je vais vous montrer un trade qu'on a eu avec cette analyse. On était là-haut. Donc ici, c'est donc, les sommets, les derniers sommets que je vais vous montrer en H4. Donc c'est les sommets ici. Donc ces sommets ici, les derniers sommets qu'on a vus donc le 27 décembre, c'est le même sommet qu'on voit ici. Donc ici, les 27 décembre. Donc, regardez, donc on est le 27 décembre ici. Puis, il y a une impulsion baissière qui s'est formée. Donc, on a une impulsion baissière, on sait que les vendeurs commencent à se manifester sur le marché. Donc, on le voit, hein. Donc, pour préparer notre trade, ça prend du temps. Donc, on a quand même il y a assez de temps pour réfléchir. C'est tout ça l'avantage, encore une fois, du swing trading par rapport au day trading. Pour le swing trading, vous avez les temps suffisants pour réfléchir. Donc, une personne, par exemple, qui aurait vu l'opportunité à partir d'ici, savait qu'avec cette trendline, il s'est dit que potentiellement, on peut avoir une baisse avec les différentes données qu'on a récoltées avec l'analyse et on cherche donc les trades setup. Et puis qu'est-ce qu'on a vu? Donc le marché baissé a testé ma trendline ici, mais elle n'a pas cassé, et remonté un peu, puis elle a bien cassé. Regardez la bougie de cassure, c'est très important. Donc quand vous regardez la bougie de cassure et qu'il y a quand même un corps qui est important et que la mèche basse n'est pas très grande que les corps, vous avez donc une cassure qui est propre. Et à part ça, bon, il y a toute une analyse stratégique aussi derrière, la compréhension de l'actif, la compréhension de mouvement, il y a toute une leçon globale derrière. Je vais vous expliquer dans notre vidéo petit à petit. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Donc, on avait donc l'entrée qui était ici, comme lever la stratégie, donc une impulsion, une correction, on dessine un trendline, cette trendline est cassée, on est en dessous de la moyenne mobile 144, qui est donc en setup, on a donc en setup B1, donc breakout 1, et puis qu'est-ce qu'on fait? Donc, on met notre stop loss au dernier plus haut, donc, au dernier sommet, hein, le dernier sommet de marché c'est ici, qui était, on était protégé, on avait donc un triple résistance, une double résistance en quelque sorte, on avait donc les niveaux de la moyenne mobile 144 qui nous protégeait déjà. Donc, regardez un peu les petits pullbacks qu'on a vu ici. On était donc protégé par la moyenne mobile 144 ici et en même temps par les points pivots. Donc, et à part ça, on était si rendant plus haut. Donc, ça veut dire que si le marché s'est retourné et nous arrêtait, ce marché n'a pas vraiment besoin de partir à la baisse. Et ce qu'on a vu, on a vu donc une baisse qui était filigrane, une baisse qui était féroce. Et on a donc gagné 3,9 R de profit. En fait, il y a plusieurs exemples, il y a plusieurs cas avec cette méthode. Vous trouvez des opportunités toutes les semaines et vous faire des rendements intéressants. Donc voilà, je crois que quand même la méthode a été transparente avec vous, vous a appris d'apprendre quelque chose, deux ou trois tricks de plus dans votre apprentissage. Donc continuez d'apprendre. Il y a d'ailleurs le podcast, donc il y a d'ailleurs en description un lien de mon canal Telegram où je poste, ça fait maintenant 16 podcasts que j'ai posté jusqu'à maintenant. Donc, je vais en poster d'autres, je continue à poster semaine après semaine, donc je suis régulier. Je vous conseille donc, pour continuer votre apprentissage, de se rejoindre mon canal Telegram, lien en description. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas à mettre un pouce bleu, ça fait plaisir, bon, ça me donne la force. Et à part ça, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!